Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Michel, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté roumaine ici à La Haye, chers amis d'horizons divers, Monsieur le Président de la table française de la Société de Witt qui nous fait également l'honneur de sa présence, chers membres de l'équipe de l'Alliance française de La Haye, chère Léonie Maratsu qui a préparé avec tant d'attention et de talent cette magnifique rencontre tellement réussie que nous sommes trop nombreux pour pouvoir nous asseoir dans la première séquence de cette soirée. Je vais être très rapide et je présente mes excuses aux personnes qui ne sont pas francophones parmi nous, car je m'exprime en français, mais j'espère que vous me comprenez. Quelques mots donc, chers amis, chers membres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Roumanie aux Pays-Bas, cher Nicolae Comanescu, j'espère que je prononce votre nom correctement. C'est un véritable honneur que celui de vous accueillir ce soir à l'Alliance française de La Haye, en ce mois de mars 2025, si symbolique, et en particulier le 8 mars, date également emblématique, qui vient célébrer le droit des femmes. Et chaque femme qui a franchi notre seuil ce soir a reçu une fleur de la part de M. Bogdan Gavaza, le fils de M. Michel Gavaza à mes côtés. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir, pour entrer dans ce mois de la francophonie, l'exposition Couleurs francophones sur les murs de l'Alliance française de La Haye, qui met à l'honneur la peinture contemporaine roumaine, car la Roumanie fait partie de ce grand espace de la francophonie. Cette exposition, organisée par l'association Soleil de l'Est et en partenariat avec l'ambassade de Roumanie aux Pays-Bas, et je salue Madame la conseillère qui a beaucoup œuvré pour ce succès, et l'école roumaine de La Haye, qui désormais est domiciliée à l'intérieur de l'Alliance française de La Haye, sera ouverte tout au long de ce mois de mars 2025, et aujourd'hui, c'est le vernissage. L'exposition présente en effet 26 œuvres créées par 12 artistes roumains francophones, inspirés par leur résidence artistique en France. C'est donc bien le signe de l'amitié franco-roumaine qui s'exprime à travers cette exposition ce soir. Ces artistes, je vais les nommer, j'espère ne pas trop écorcher, mais peut-être que Michel pourrait les lire pour moi. Alors, je vais le lire et vous me corrigerez. Alors, il y a Ion Athanasiu Delamare, Nicolae Bley, Dan Cioca, Aurea Hoya Kuchersan, Gabriela Kulik, Vassili Divisa, Cornel Dragan, Mirella, magnifique, une femme artiste peintre, Mirella Iordake, voilà, Nicolae également Iorga, Stéphane Pelmus, Christian Sida et Corneliu Vasilescu. Magnifique. Quel incroyable palmarès. Bien que nous n'ayons pas l'honneur d'accueillir tous ces maîtres de la peinture ce soir, nous accueillons leurs œuvres et nous sommes ravis de pouvoir compter parmi nous Monsieur Michel Gavaza, membre fondateur de cette association Soleil de l'Est. D'ailleurs, vous nous avez amené tout le Soleil de l'Est parce que jamais La Haye n'a été autant inondée de soleil en ce 8 mars. C'était extraordinaire. Et vous aurez la gentillesse de nous présenter les œuvres, cher Michel, de cette exposition après que, monsieur l'ambassadeur, nous vous cédions la parole, notamment pour accueillir la communauté francophone et roumaine qui est venue en si grand nombre ce soir. Monsieur l'ambassadeur, j'ai l'honneur de vous donner la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Please bear with me. It's been more than 15 years since I spoke French, so it's really difficult. But my colleague did a very good job to
simplify my speech a lot. Thank you. Monsieur le Président, Madame la Directrice de l'Alliance française, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au vernissage de l'exposition de peinture contemporaine roumain organisée par le groupe Soleil de l'Est en collaboration avec l'Alliance française de La Haye et l'école roumaine de La Haye au siège de l'Alliance française à La Haye. L'événement est dédié à la francophonie et à la Journée internationale des femmes sous le titre Couleurs francophones et réunit 12 artistes plasticiens de Roumanie. La présente exposition à l'Alliance française de La Haye fait partie d'un cycle exposition dédié à la francophonie qui ont eu lieu à Paris et Tours, Bucarest, Sofia et plusieurs fois aux Pays-Bas à la différentes périodes au fil des années. Nous sommes heureux que la peinture roumaine contemporaine soit arrivée à La Haye. L'art contemporain brise les frontières et crée des ponts entre les peuples, faisant appel aux sentiments généralement humains et se constituant à la fois comme une garantie indépendante et comme un investissement dans l'avenir. Un investissement similaire à celui réalisé il y a plus de 3 décennies pour l'association Soleil de l'Est, lorsque initiait des résidences de peinture d'artistes plasticiens roumains en France, plantant généreusement quelques graines qui portent aujourd'hui leurs fruits. Nous félicitons merci beaucoup, la direction de l'association pour l'inspiration et la persévérance dont elle a fait preuve au fil des années dans la présentation de l'art plastique roumain en Europe et dans le monde, tant en organisant des expositions collectives qu'en publiant des livres et des albums d'art. Je profite de cette occasion pour remercier les dirigeants de l'Alliance française de La Haye pour la générosité avec laquelle ils accueillent l'école roumaine de La Haye, l'une des initiatives visant à préserver et développer les liens des enfants avec la langue et la culture roumaine. Merci beaucoup and Happy International Women's Day to everybody. Merci infiniment, Excellence, pour vos paroles qui nous touchent. Et c'est vrai que nous sommes très heureux ici à l'Alliance française de cultiver l'amour pour les langues maternelles. Donc c'est juste magnifique et je passe la parole, donc je donne la parole avec beaucoup de joie à Monsieur Michel Gavaza, membre fondateur de Soleil de l'Est. Merci. Votre Excellence, Madame Pichon, la directrice de l'Alliance française, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je vais commencer un peu vous raconter qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé Soleil de l'Est sur les méridiens de la francophonie. En 1994, il y a déjà longtemps depuis, après la Révolution roumaine, un groupe d'amis franco-roumains de Tours, de la ville de Tours et de la région, et surtout avec les membres de ma famille, Mariana qui est ici, Bogdan qu'on a parlé de l'école roumaine, et il y a un autre fils, David, qui est à Paris. Voilà, nous avons imaginé, nous avons pensé de créer quelque chose, une organisation NGO pour présenter au public français qui à l'époque ne connaissait rien sur la culture des pays de l'Europe de l'Est à cause de la guerre froide, vous savez, c'était le blocage, etc. Voilà. Et puis, nous avons commencé par une chose que nous connaissions. Présenter quoi comme culture? Cinéma, on connaît, mais pas beaucoup. Théâtre non plus. Littérature aussi. Mais nous étions collectionneurs déjà de peinture en Roumanie avant de quitter le pays. Et comme ça, nous avions déjà des bases pour, voilà, on présente quelque chose que nous connaissons déjà. Et ça a commencé à Tours en 1900. Déjà avant la création de l'association, en 1992, voilà, avec des expositions d'icônes, iconographie et art populaire, et puis par la suite de la peinture contemporaine. Donc voilà, comme ça a commencé Soleil de l'Est. Et puis, après 1907,
2007, pardon, avec l'élargissement de l'Union européenne, nous avons commencé à présenter les œuvres des peintres roumains dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça a été quelque chose de magnifique parce qu'à telle période, la culture était connue. Musiciens, UNESCO, etc., des écrivains, des artistes de cinéma, de théâtre, mais pas des peintres. Donc, nous avons présenté quelque chose qui était visible, des artistes peintres. Et puis, au fur et à mesure, nous avons commencé à travailler avec la francophonie. Donc, nous sommes très contents qu'on a travaillé avec la francophonie. Comme on a mentionné ici, nous avons travaillé avec la francophonie beaucoup avec les Pays-Bas. Nous avons organisé quelques 7 à 8 expositions liées à la francophonie dans cette période de l'année, avec l'ambassade, avec d'autres organisations, et puis maintenant, heureusement, avec l'Alliance française. Voilà, merci beaucoup. Et puis, nous avons, comme je dis déjà, continué des expositions dans d'autres pays francophones. Et puis, comment nous avons travaillé? Nous nous sommes déplacés en Roumanie, chercher les artistes peintres de haut niveau, de très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut que le public français, belge, etc., des autres pays de l'Union européenne, connaissent les peintres de très haut niveau. Parce que des peintres moyens, il y en a plein, mais ce n'est pas important de connaître les peintres. On ne fait pas la publicité pour les peintres moyens, on fait la présentation de la peinture de très haut niveau qui représente pratiquement correctement la Roumanie, l'art plastique roumain. Et puis, comment nous avons travaillé? Nous sommes allés en Roumanie avec une camionnette, on a cherché des tableaux de peintres, ils nous ont confié les tableaux pour les exposer en France, à Paris, etc. Et puis, à un moment donné, un des peintres, peut-être vous avez entendu, Maître Ion Selișteanu, il nous a quittés déjà il y a une dizaine d'années. Il m'a dit, Michel, vous présentez nos tableaux, mais nous voulons aussi nous venir en France. Et comme ça, c'est né l'idée de résidence d'artistes. Et la résidence d'artistes, nous avons eu un grand soutien de la part de la mairie de Tours. À l'époque, je précise bien, à l'époque, c'était un adjoint à la culture qui connaissait le travail correctement et nous a dirigé comment faire ces résidences d'artistes. Et ça a commencé en 2001, les résidences d'artistes. Donc, des œuvres d'ici, vous avez un petit cartel là-bas, c'est marqué l'année quand l'œuvre est faite, à partir de 2001. Voilà. Et puis, on arrive en 2025. C'est quand même. C'est quand même. Et puis, un autre aspect de nos activités, c'est la réalisation de livres d'art avec les peintres que nous avons fait venir aux résidences d'artistes. Donc, on ne présente pas tous les peintres de Roumanie. Il y en a 10 000 artistes peintres inscrits à l'Union des artistes peintres. On ne peut pas. Nous avons quelques 150 voilà, dans le groupement Soleil de l'Est. Et puis, ces artistes, on les présente sur ces livres. Et certains des artistes qui exposent ici, on peut les trouver sur ces livres. Ces livres sont en libre consultation pour le public. Ils vont rester encore plusieurs temps ici. Et puis voilà, on arrive à ce moment-là, avec des livres, avec des résidences d'artistes et avec des tableaux. Les tableaux, je précise que les tableaux sont réalisés, tous les tableaux que vous voyez ici sont réalisés en France pendant le séjour des artistes peintres aux résidences d'artistes sur la vallée de la Loire. Bien sûr que tout le monde se rappelle les célèbres châteaux, la culture française, mais aussi dans le Midi, il y a une ville qui s'appelle Collioure, où a été né le fauvisme par Matisse et Derain en 1905. Et puis les peintres étaient très intéressés de voir les endroits qui ont créé le fauvisme. Nous avons 2 tableaux ici de cette période du fauvisme à Collioure. On va les voir ensemble. Bon, je remercie pour l'amabilité de l'Alliance française. Espérons qu'on va pouvoir faire d'autres expositions avec d'autres peintres ou avec les mêmes peintres, mais avec d'autres tableaux. Et puis, Monsieur l'ambassadeur, espérons qu'à l'ambassade, comme nous avons fait déjà, pendant que c'était ambassadeur, Son Excellence, M. Călin Fabian, on a fait dans les salles de l'exposition. Oui, voilà. Peut-être ça vous donne l'idée de nous inviter avec les peintres roumains dans vos espaces.
Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience de m'avoir écouté. Et puis maintenant, on va commencer à faire la visite et la présentation des tableaux. Et après, il y aura d'autres choses ici. Et puis voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment, Monsieur Michel Gavaza. Merci beaucoup pour cette très belle, ce rappel historique de l'histoire de Soleil de l'Est. Effectivement, nous allons inviter notre public très nombreux à faire un voyage à travers ces œuvres. Vous allez commenter peut-être un petit peu les œuvres, nous guider un peu. En tout cas, vous trouvez les œuvres sur 2 étages ici dans l'Alliance française de La Haye. Donc, on vous invite à faire cette itinérance. Ensuite, nous vous invitons à un très joli buffet roumain qui est placé dans la cour extérieure, le jardin à l'arrière de l'Alliance française derrière moi. Et ensuite, à 19h, pour celles et ceux qui en auront la volonté, nous vous donnons rendez-vous ici même pour une table ronde sur la question des droits des femmes dans l'espace de la francophonie, avec d'autres invités et orateurs, représentants notamment de la Tunisie et aussi de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Monsieur Néné, qui est le conseiller politique, va nous éclairer lui aussi sur les contrastes dans cet espace francophone. Je remercie une nouvelle fois Léonie Maratu, qui effectue un service civique parmi nous depuis quelque temps et qui a juste réalisé à la perfection ce bel événement. Donc un grand merci, chère Léonie, et je vous invite à cette visite. Je vais m'arrêter en face de chaque tableau, 1 minute ou 2 minutes, pas plus. On commence par ici. Ici, nous avons 2 tableaux signés par Christian Sida. Christian Sida est un peintre contemporain. Ce n'est pas l'art contemporain, c'est peinture contemporaine. Il faut faire un peu la différence. Et il habite en France et aussi à Timișoara, en Roumanie. Donc, il a été à Barcarès en 2011. Voilà, c'est marqué sur le cartel ici. Et puis, il a fait ce genre de peinture. 2 personnages, il a dit bourrés, mais ce n'est pas ça qu'il faut présenter. 2 personnages de Bucarest dans son style. 2 hommes, voilà, les visages un peu tordus, un peu tourmentés. Voilà, c'est ça, Christian Sida. On va continuer parce que faut... Plus proche. OK. Si vous pouvez me suivre, je vous invite. Ici, nous avons 4 œuvres de 2 artistes peintres abstraits. Surtout, je remarque, je vous prie de voir un peu Corneliu Vasilescu, qui est le père de la peinture abstraite de Roumanie. Il vient de nous quitter parce qu'il était assez âgé. Ça sont des tableaux réalisés en 2007 sur la vallée de la Loire, dans le Loiret. Voilà. Des choses difficilement compréhensibles, mais il ne faut pas regarder le contour d'une cathédrale ou d'un monastère ou d'une montagne. Il faut regarder les couleurs et l'immixtion des couleurs avec le fond. Voilà, c'est ça le Corneliu Vasilescu. Ensuite, à côté, c'est un autre artiste peintre qui était professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Ça, c'est un tableau qui s'intitule Séquence en 2011. C'est fait par Ion Athanasiou de la Mare. Et ici, c'est Rencontre 2011. Voilà ce qu'il voit, la rencontre. Cette œuvre est un peu influencée par un design de dessinateur, voilà exactement, mais qui a transposé tout ça sur toile avec de l'huile sur toile. Voilà. Et puis, là aussi, c'est une autre œuvre de Corneliu Vasilescu. Pareil, cette œuvre a été intitulée Loiret. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est Loiret en France? Ben, c'est simple. C'est un département qui porte ce nom, un Jaurès, voilà, département du Loiret, parce qu'il était émerveillé de ce qu'il a vu dans le Loiret, et donc il a baptisé cette œuvre Loiret. Bon, ça n'a rien à voir avec le Loiret, mais quand même, c'est dans le subconscient, il faut voir un peu qu'est-ce que l'artiste a pu s'imaginer
dans son esprit. On va monter à l'étage. Je vous invite de prendre des dépliants. Il y en a encore? Oui, 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 prenez. Prenez parce qu'ici, je prends un aussi. Prenez des dépliants, comme ça vous aurez la présentation de chaque artiste peintre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Entrez, entrez, montez, montez. Montez, montez, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Oui, ben, c'est pas grave. Quand même. Allez, je vous attends. Forza, forza. Je vous en prie. Ici, nous avons 3 œuvres signées par un artiste très spécial qui s'appelle Vassile Divisa. Il est originaire de la Moldavie, de Chișinău, voisine de la Roumanie, qui était partie composante de la Roumanie avant la guerre. Voilà. Il a fait des études à Moscou et à Leningrad sous l'Union soviétique. Et donc, il a été marqué terriblement par un artiste peintre espagnol. Je ne vous dirai quel est le nom. Pensez-vous? Allez, courage. L'artiste peintre espagnol qui l'a impressionné, surtout dans cette œuvre. Non, et c'est trop grand, Picasso, mais il y a un autre. Je vous dis le nom. Juan. Voilà, c'est ça, Miro. Hein? Donc, voilà, il y en a qui connaissent quand même la peinture. Oui. Donc, vous avez lu ici. Oui, parfait, voilà. Et donc, Miro, il a les points et les cercles ronds, comme ici, voilà, là. Il s'agissait de l'impressionnisme. C'est un peu différent. Cette œuvre s'appelle La lumière du monde. Voilà. L'œuvre à côté s'appelle très bizarrement, mais c'est la volonté de l'artiste, 1 + 1 = 1. Et puis l'autre, c'est le centaure. Voilà. On va entrer dans cette pièce. Entrez ici, il y a plus de place. Et voilà, il est là sur l'écran. Entrez. Parce qu'on a des 2 côtés ici des tableaux. Oui, donc, et voilà, tout est là. Horea Cucerzan, c'est un grand maître. Vous savez comment ça se passe? L'artiste est jeune jusqu'à l'âge de 50 ans. Il est en pleine évolution jusqu'à 70 ans. Et après 70 ans, il est grand maître. Bien sûr, s'il continue une carrière ascendante, ce qui est le cas de Horea Cucerzan. Horea Cucerzan travaille sur les femmes. Voilà, jour de la femme. Voilà, on a des tableaux avec les femmes de Horea Cucerzan. Et puis au milieu, c'est un paysage de Collioure, la ville du fauvisme. Voilà, avec un pêcheur qui s'est trompé un peu avec les filets de pêche, etc. Voilà. Donc, la plus intéressante, ce que j'aime beaucoup, c'est cette œuvre qui s'appelle Ballerina, qui a été appréciée par le public suédois de Stockholm lors d'une grande exposition que nous avons présentée l'année passée, en mois de mars, dans la capitale suédoise. On tourne maintenant, s'il vous plaît, tournez-vous de l'autre côté. Voilà. Ici, ces 2 œuvres figuratives, on peut dire. Voilà, comme je vous ai dit, nous avons le surréalisme, abstrait, nouveau figuratif. Là, c'est des bateaux à Port-Vendre. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est une localité très pittoresque dans la Catalogne française, dans le sud-ouest de la France. C'est Port-Vendre, voilà là.
Donc là, c'est un tableau qui est assez réaliste, figuratif. Et puis à côté, c'est un tableau très intéressant, rue à Collioure. Collioure, la ville où a été né le fauvisme en 1905 par Matisse et de Rennes. Ça, c'est les deux, c'est réalisé par un élève de Horia Kucherzan qui s'appelle Cornel Dragan. On continue, s'il vous plaît, avec du courage. Bon, suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous attends dans la salle suivante. Approchez, approchez, s'il vous plaît. Il est là. Allez, allez. Je vous attends. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chambres ici, donc on peut se perdre. Donc ici, nous avons des œuvres créées à Collioure, le bastion du fauvisme, par deux peintres très renommés, aussi comme Horia Kucherzan. C'est Dan Cioca et Stefan Pelmusch. Dan Cioca s'est inspiré purement et simplement du fauvisme. Comme vous voyez, les couleurs sont vives, c'est le rouge, le bleu, le noir. La première œuvre de gauche ici s'appelle La Méditerranée aux poissons rouges. Vous voyez le petit morceau rouge, c'est les poissons dans l'imagination de l'artiste. Hein. Ce n'est pas les poissons avec la queue, avec la tête, non, c'est figuratif. Hein. Et puis à côté, c'est une œuvre, à mon avis, très bien réussie, qui s'appelle le golfe de Collioure. Collioure se trouve dans un petit golfe. Donc là, il a vu avec ses yeux, comme ça, le golfe de Collioure. Aussi, Dan Cioca. Dan Cioca était né à Chișinău, en Moldavie, en 1938. Il est encore vivant, il est à Bucarest. Après un séjour de 20 ans à New York, en Amérique, il s'est rapatrié en Roumanie. Après la Révolution, bon, il a regretté ou non, ça c'est notre problème. Voilà. Il est très coté en Roumanie. Et ici, en continuation, c'est quelque chose de très spécial pour la peinture roumaine. Et je vous dirai pourquoi. Stefan Pelmusch combine les symboles bibliques avec les couleurs fantastiques et il donne le nom des tableaux, comme ici, c'est Ève. Donc, les symboles bibliques, c'est l'agneau, que tout le monde sait, que le symbole de la chrétienté. C'est le clou de la croix de Jésus ici. C'est le bocal avec le vin qu'on a bu les ancêtres du christianisme. Et puis tout ça s'est combiné comme ça, une Ève, voilà. Ça donne un peu, vu les formes, c'est les formes d'une femme. Voilà, encore une fois, pour le jour de la femme, ça tombe bien. Et puis en continuation, c'est une œuvre un peu spéciale. C'est le labyrinthe. Vous savez, le labyrinthe, vous entrez là et puis vous sortez ou vous ne sortez pas. Ici, on ne sort pas, on entre seulement. Donc ici, on a les mêmes symboles. Le Graal, le bocal avec le vin qui est tourné à l'inverse. Il y a aussi l'agneau, c'est un agneau un peu spécial. Le clou de la croix de Jésus. Le fouet qui a été battu Jésus pendant la crucifixion, ici par exemple. Et tout en haut, c'est le poisson, qui est aussi un autre symbole du christianisme. Et puis, en continuation, il combine les mêmes symboles, et puis il a réalisé une œuvre qu'il a baptisée Totem. Donc voilà, vous pouvez revenir et regarder, mais surtout avec ça, parce qu'ici, il y a une petite description de chaque artiste peintre, sa vie, ses études, qu'est-ce qu'il a fait, où il a exposé, etc. On n'a pas le temps de lire tout ça, mais quand vous pouvez prendre chez vous à la maison ces petits dépliants. Et puis, nous avons fait un résumé du curriculum vitae de chaque artiste. Et puis, on va continuer. On va continuer à l'autre étage. Suivez-moi. Ah, voilà, il y en a des gens qui montent.
Montez, montez sur l'escalier, s'il vous plaît. Ici, nous avons un autre genre de création, c'est le figuratif pur et dur. Le peintre s'appelle Nicolas Bley. Il est surnommé le peintre paysan. Pourquoi? Parce qu'il a acheté dans son village où il a été né 40 hectares de terre, il laboure, il fait l'agriculture, il a des moutons, il a un petit étang avec des poissons et il vit toujours comme ça. C'est à quelques 50 km de Bucarest. Entre-temps, pour se reposer, il fait la peinture. Voilà, par exemple, ici, c'est un bois de bouleau en hiver. C'est intéressant parce qu'il fait toujours des tableaux colorés comme ça. Mais ici, c'est un blanc et noir. La neige et puis les arbres secs, voilà, parce que c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Encore un paysage enneigé. C'est paysage sur la Loire. Donc, il a travaillé à Briard-le-Canal, peut-être que vous avez entendu de cette ville, voilà. Là, c'est un phénomène très intéressant. Un riche de ce village avait un petit château. Et puis, il ne savait pas quoi faire avec le château. Il l'a donné à la mairie, mais avec condition que ce soit centre culturel. Donc, au rez-de-chaussée, il y a 6 pièces de château où nous avons exposé plusieurs fois. Et à l'étage, il y a 2 appartements où nous hébergeons les artistes peintres. Bley est venu, je crois qu'en 2006, voilà. En 2006, Bley a passé par là. Et puis ici, c'est un paysage très coloré, champ de coquelicots, vous connaissez les fleurs rouges. Et puis, voilà, on va voir dans l'autre salle. Pardon. Ah non, ici, c'est pas chez nous. Non, ici non plus, pardon. On va descendre. Ici, c'est le dernier étage. On va descendre parce qu'on a encore une salle en bas. S'il vous plaît, je vous suis. Bon, vous pouvez me poser des questions. Comment ça se fait qu'un peintre fait de la peinture abstraite et un autre collègue à lui, collègue de faculté, des études, fait la peinture figurative? C'est ça le déclic de chacun. Vous savez, les peintres sont assez bizarres quand même. Je connais l'histoire de plusieurs centaines de peintres. Nous avons aussi des peintres de Russie, de Bélarus, d'Ukraine, de Bulgarie, de Pologne et des États-Unis. Donc, on couvre le mappamonde, on peut dire. J'ai un problème au pied, mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est vu. Donc, on peut descendre. Oui, oui, oui. Nous avons encore une pièce ici au rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Nous avons encore une pièce ici au rez-de-chaussée. Et voilà, il parle à ma place. Oui,
Dans cette pièce, nous avons 2 artistes femmes et un homme. Donc, femme, c'est Gabriela Kulik. Ici, c'est une fantaisie à elle. Entre 2 mondes, voilà, avec le chariot, les arbres enneigés. Elle est très cotée maintenant. Elle fait partie de la jeune génération. Elle n'a pas encore 60 ans, donc elle est cotée jeune. C'est comme ça. Et puis ici, c'est Mirela Iordache, qui est plus jeune, la plus jeune. Elle a quelques 45 ans, 50 ans, voilà. Et elle fait aussi des choses très intéressantes, un peu abstraites. Voilà, par exemple, ici, elle a été à Barcarès. Avez-vous entendu de Barcarès? Au bord de la Méditerranée. C'est une ville qui nous a accueillis avec nos artistes. Et là, c'était des festivals de danse, de la musique. Et l'œuvre s'appelle Nuit catalane. Et puis l'œuvre d'à côté s'appelle Dualisme. Donc vous voyez, un peu caché, un peu vision libre. Ça, c'est le dualisme de Mirela Iordache. Et puis, sur le mur contre, ici, c'est une œuvre très intéressante. C'est une œuvre très... Oui, c'est vous, c'est vous. Voilà, on va vous mettre en photo. L'œuvre s'appelle « De Danube à la Méditerranée ». C'est ce qui fait la francophonie. De Danube à la Méditerranée. Le peintre a imaginé sur la couleur forte rouge, et puis les bateaux qui circulent de Danube à la Méditerranée. Le peintre s'appelle Nicolae Iorga. Il nous a quittés aussi ce printemps, quand nous avons eu une exposition à Bucarest au Palais du Parlement. Il était venu, je parlais avec lui, et quelques jours après, il n'était pas. C'est comme ça la vie. Ben, il avait quand même 93 ans à l'époque, au moment de sa mort. Et puis maintenant, on va suivre les personnes qui nous ont dirigés jusqu'ici pour voir la continuation du programme. Justement, la couleur rouge, je n'avais pas très bien compris votre explication. Il est fauve. Voilà, Oui. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça, il est fauve. Il a été à Collioure, et puis il a été en plusieurs stations de résidence d'artistes, à Briard-le-Canal avec le château que je vous ai raconté, le riche qui a donné à la mairie un château, qui a fait un beau geste. Mais un château, c'est un peu un cadeau empoisonné. Il y a toujours des réparations, il y a toujours des petits problèmes ou grands problèmes, mais en tout cas, la mairie s'en occupe. Et elle accueille chaque année des dizaines de peintres de différents pays, parmi eux les peintres de Soleil de l'Est. Et c'est intéressant. Et Iorga a été déjà là-bas 2 fois, et 2 fois à Collioure, la ville du fauvisme. Donc il a beaucoup voyagé avec nous en France. Merci beaucoup. Je vous en prie. De la Méditerranée. De Danube à la Méditerranée. C'est le chemin. Hein? Il y a un artiste néerlandais. Qui fait la même chose. Oui, avec la Méditerranée. Ah oui. Méditerranée, Soblao, Soblao. La Méditerranée a influencé beaucoup de créateurs du monde entier. Nous sommes allés plusieurs années, une dizaine d'années consécutivement à Collioure, parce que le maire nous a invités, le maire de Collioure. Et pendant la saison estivale, il était des centaines de peintres de tout le monde, d'Argentine, de Japon, de Chine, de la Russie, de l'Europe, bien sûr, qui venaient voir quel est l'endroit qui a donné la création du fauvisme. Et ils ont vu les couleurs primaires, le bleu de la mer, le rouge de la terre, le vert de la végétation et le jaune du sable. Voilà. Si vous pensez à laisser des impressions, nous avons ici un livre d'or. Voilà, je vous invite, si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, ma conférence est terminée à ce moment-là, ici. Merci beaucoup. Voilà, et nous vous rappelons que vous pouvez également aller dans les autres pièces où la table ronde est retransmise, rediffusée en direct. C'est la magie de la technologie et nous devons un grand merci à Monsieur Laurent Bougnot, qui est le directeur de notre centre d'examen
et qui, à ces heures perdues, est encore notre responsable pour toute la partie audiovisuelle. Voilà, donc chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette transition entre le vernissage de cette magnifique exposition de l'association Soleil de l'Est, co-organisée par l'ambassade de Roumanie, l'école roumaine, la famille de M. Michel Gavaza, M. Bogdan Gavaza, son épouse exquise Asti, qui nous a régalé de beaucoup de saveurs roumaines dans ce petit jardin à l'arrière de l'Alliance française de La Haye. Et puis maintenant, nous arrivons sur ce temps vraiment consacré à cette journée du 8 mars. Et nous sommes très honorés d'être accompagnés pour vraiment nous saisir de cette journée internationale consacrée aux droits des femmes de par le monde, d'être rejoints par 3 prestigieuses panélistes et un prestigieux panéliste, donc 3 femmes, un homme qui vont venir éclairer ce très grand sujet. Je saisis l'occasion pour remercier de nouveau toute l'équipe de l'Alliance française de La Haye, en particulier mademoiselle Léonie Maratsu, qui effectue un service civique à l'Alliance française de La Haye et qui s'est consacrée pour le succès de cette soirée. Vous êtes si nombreux. Et cela nous fait très chaud au cœur et je remercie Léonie très sincèrement, ainsi que toute l'équipe qui est autour d'elle, Clémence Boudry, également Alexandra Flechviard, Salomé qui est aussi présente, je crois qu'elle est dans une autre pièce. Donc un grand merci à toute cette équipe avec beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles et je crois que nous allons nous exprimer ce soir beaucoup sous les regards très attentifs de la jeune génération, de toutes ces jeunes femmes et aussi ces jeunes gens qui nous font l'honneur d'être présents parce que voilà, ils sont notre présent et notre avenir et nous portons beaucoup pour elles et pour eux. Et d'ailleurs, preuve en est, ils ont consacré beaucoup d'énergie pour cette soirée parce que c'est un sujet très très important à leurs yeux. Petit rappel avant de vous présenter et vous donner la parole aux uns, aux autres très rapidement. Dans l'espace francophone, l'égalité entre les femmes et les hommes progresse. Mais de nombreux défis persistent. Cela, je ne l'apprends à personne. Aujourd'hui, 55% des femmes en âge de travailler participent au marché du travail contre 76% des hommes. Donc on a quand même toujours un véritable delta. Un tiers des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles. Et en Afrique subsaharienne, 24% des filles ne sont toujours pas scolarisées. D'ailleurs, vous avez trouvé sur vos chaises des violentomètres. Donc c'est un outil pédagogique qui est là pour justement accompagner les consciences sur ces questions des violences subies, essentiellement majoritairement par les jeunes filles, par les femmes en général. Cependant, des initiatives concrètes comme le fonds La Francophonie avec elle existent et ont permis d'accompagner 80 000 femmes à travers 286 projets dans 30 pays. C'est donc bien que la francophonie est active et a décidé d'accompagner des progrès. Ce soir, nous allons nous pencher sur 3 pays en particulier, aux réalités différentes, mais aux enjeux communs. La Tunisie, la Roumanie et l'espace européen, et la Côte d'Ivoire. Et nous aurons un éclairage aussi sur le Maroc, qui, au tout départ, peut-être, grâce à vous, madame, vous nous donnerez aussi une perception sur cet espace. En Tunisie et en France, des réseaux comme The Next Woman encouragent l'entrepreneuriat féminin et The Next Woman est représentée ce soir par sa présidente et fondatrice. Donc c'est un grand honneur de vous recevoir, madame la présidente, parmi nous. En Roumanie, des initiatives éducatives visent également à déconstruire les stéréotypes de genre. C'est aussi un sujet que nous allons aborder ce soir. Et là encore, Léonie et nos autres jeunes sont très attentifs à ces questions. En Côte d'Ivoire, des formations politiques renforcent également la participation des femmes dans la sphère publique et M. Bizanéné saura nous en dire davantage.
Nous débutons donc cette discussion avec nos amis de la Côte d'Ivoire, précisément, représentés par Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire, Monsieur Biza Néné. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour célébrer cette grande journée. Vous êtes donc ivoirien, vous êtes né à Kaloufla, commune rurale de la tribu de Gouro, située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Après avoir obtenu un master en économie, vous entrez à l'ENA pour devenir inspecteur du travail et des lois sociales en 2004. Puis, diplomate en 2010. Votre premier poste, vous êtes affecté à La Haye. Monsieur Néné, la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès ces dernières années en matière de droits des femmes. Cependant, les défis demeurent. Quel est, selon vous, l'état des lieux actuel des droits des femmes en Côte d'Ivoire et quelles sont les principales réformes en cours pour améliorer la situation? Merci. Merci beaucoup, Madame Pichon. Je sais que l'exercice ne sera pas facile parce que nous sommes aujourd'hui à la Journée internationale de la femme. Je suis entouré de 4 femmes. Je suis le seul à la table ronde. Et je sens que ça ne va pas être facile. Cela dit, je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente fête internationale aux femmes. C'est vrai, aujourd'hui, on célèbre une journée. Mais on est tous d'accord que la lutte pour les droits des femmes, c'est une tâche quotidienne et c'est une tâche universelle. Tant que nous avons ça à l'esprit, c'est bon et c'est mieux. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je ne suis pas un expert de la question ivoirienne en termes de droits de la femme, mais si on est d'accord que apprécier une situation aujourd'hui nous amène à voir de là où nous sommes partis, ce qui est tout à fait logique dans le raisonnement, on peut dire que la situation est meilleure. Elle est meilleure en Côte d'Ivoire parce que les droits des femmes, c'est une question liée d'abord aux sociétés. C'est les sociétés qui changent. C'est la conception de la place de la femme qui change dans les sociétés. Et quand nous partons de nos sociétés ancestrales jusqu'à arriver aujourd'hui à celle qu'on a, on peut vraiment dire que la situation actuelle est meilleure. Comment elle a pu être meilleure? Je vais bien commencer par... C'est vrai, l'État entreprend, l'État mène des actes, mais on se rend compte que généralement, c'est l'action des organisations, des ONG, des organisations qu'elles soient internationales ou nationales, qui mobilisent l'éveil de la conscience, qui font toucher la question de plus près, qui emmènent l'État à agir. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé. Avec des organisations telles que Amnesty International, avec des organisations aussi nationales. Il ne faut pas jouer l'autruche. Et ce sont ces organisations qui ont permis de toucher du doigt des problèmes précis. Vous avez sûrement entendu la question de l'excision. Vous avez entendu la question de la scolarisation de la jeune fille, la question des violences basées sur le genre. Mais ce sont ces organisations-là qui, au quotidien, approchent les populations. Parce que vous pouvez identifier le problème. Quand on prend le cas, par exemple, des violences basées sur le genre, vous pouvez trouver des femmes qui sont victimes de violences, mais qui n'arrivent même pas à porter plainte. Du fait du regard que la société aura en retour. Ce sont ces organisations-là qui sensibilisent. Ce sont ces organisations qui les motivent. Et ce sont ces organisations qui ont sillonné les villages, les régions, les contrées, pour faire comprendre aux populations que c'est vrai. Peut-être dans vos coutumes, vous aviez pensé que, par exemple, l'excision était un bien pour la femme. Mais il y a d'autres points de vue. Il y a une autre façon de prendre la question. Et vous en discutez. Et aujourd'hui, l'État a vraiment pris la question à bras-le-corps. Nous avons des organismes qui ont été mis en place. C'est vrai qu'on peut en citer par exemple. Il y a eu un réseau de journalistes du genre parce que
Quand une femme va porter plainte au commissariat, les premières femmes dans la police ivoirienne, il n'y a pas plus de 20 ans de cela. Et quand elle doit expliquer ça à un homme, déjà il y a un problème. Ah oui, déjà il y a un problème. Et le policier qui reçoit la plainte, il faut qu'il sache d'abord c'est quoi une violence basée sur les gens, c'est quoi une violence. Donc tout ça, ce sont ces organisations qui ont eu des formations avec des journalistes, avec la police. Bien sûr, c'est avec l'accord des ministères. Il y a aussi la Fédération des femmes productrices de cacao. Parce que dans nos coutumes, généralement, les champs de cacao n'appartiennent pas aux femmes. Oui. C'est les champs de vivriers qui appartiennent aux femmes. Mais les cultures de rente, généralement, ça appartient au chef de famille, à l'homme. Voilà. Donc, ce sont toutes ces mentalités-là qu'il faut pouvoir changer. Donc, aujourd'hui, on a une association de femmes qui sont productrices de cacao, qui sont propriétaires de leurs champs. C'est une question de mentalité et c'est pour ça que c'est la sensibilisation des organisations de la société civile, des ONG qui permettent à l'État de dire « Ah, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on en parle sous les tables, mais la réalité, elle est là et il faut la prendre à bras le corps. » On a aussi, par exemple, les actions de sensibilisation sur les droits des femmes, les luttes contre les genres de violence, tout ça, on en a. Et l'État est allé encore plus loin pour améliorer le cadre normatif. Parce que vous pouvez agir, mais dans un État, il faut agir conformément au texte. Donc, on a adapté les textes, on a pris des textes, on a modifié les textes existants, de sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver de la législation pour défendre les droits des femmes. Mais quand on finit de dire ça, ça ne veut pas dire que tout est forcément blanc. Parce que vous aurez, pour prendre des textes, le plus important, c'est de les appliquer. C'est de les appliquer. Et on se rend compte que beaucoup de textes ne sont pas appliqués ou ils sont mal appliqués. Mais on se dit toujours que, et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un combat quotidien et universel. Donc, on ne baisse pas les bras. Et l'objectif principal, c'est d'agir sur les pesanteurs sociologiques. C'est surtout ça. C'est les premières barrières dans la lutte pour les droits des femmes. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, mais en tout cas, dans nos sociétés, on va dire africaines et principalement la Côte d'Ivoire, c'est les premiers pesanteurs sociologiques. Parce que même les victimes aussi, souvent, regardent le regard de la société, sont impactés par le regard de la société, ce qui est un poids supplémentaire pour l'individu, principalement pour la femme. Donc, la situation est certes améliorée, elle n'est pas la meilleure, forcément celle qu'on souhaite, mais beaucoup d'initiatives sont prises, beaucoup d'actions sont menées et on est convaincu qu'avec le temps, les regards pourront vraiment être différents, les choses pourront être vraiment améliorées. Ça, c'était pour commencer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Néné, pour ce premier éclairage entre tradition, modernité, regard, poids des consciences, poids des traditions. Vous avez vraiment donné une entrée en matière extrêmement éclairante. Peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, avant de donner la parole à Madame Johanna Costin, vous interrogez une dernière fois, la Côte d'Ivoire est un acteur clé de la francophonie. En qualité de diplomate et défenseur des droits humains, quel rôle pensez-vous que la francophonie joue, selon vous, dans la promotion justement des droits des femmes et l'égalité des genres au sein des pays francophones, en élargissant votre regard? Est-ce que, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on parle plusieurs langues, bien sûr, dont le français, en Afrique subsaharienne, en Afrique également, est-ce que la francophonie est vecteur, selon vous, justement, de modernité et de progrès pour les femmes? Oui, non? Est-ce que c'est contrasté? C'est un vrai devoir. Oui, c'est un vrai devoir. Et moi, j'aborde cette question sur la conception même de la francophonie.
Bon, je ne vais pas aller dans, dans les détails assez très techniques parce que c'est votre domaine à vous, au risque de glisser. Mais je veux concevoir la francophonie sur deux côtés. D'abord, la langue. Et ensuite, l'organisation. Parce que pour moi, on est ici aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? C'est le français. Ça, c'est deux. Et dans la lutte pour les droits des femmes, la promotion des droits des femmes, la défense des droits des femmes, si ça passe par la sensibilisation, si ça passe par tous les moyens que nous connaissons pour atteindre l'objectif, c'est d'abord par le langage. Parce que quand des ONG vont, par exemple, dans un village de ma région, je ne suis pas sûr que quelqu'un parle le gourou dedans. Mais comment ils font pour se comprendre? C'est par le biais du français. Et nous sommes une grande communauté francophone de pays divers. Ça nous donne aussi l'occasion d'échanger pour pouvoir avoir ce que les techniciens appellent les échanges de bonnes pratiques. Par exemple. Donc pour moi, le côté langage de la francophonie est un atout. Un atout encore en plus dans le cadre de l'éducation. Chez nous, la langue nationale, c'est le français. Pourquoi? Parce que nous avons 60 dialectes, enfin plus de 60. Plus de 60 dialectes. Donc vous pouvez être de la Côte d'Ivoire et ne pas pouvoir vous comprendre avec plus du 6e de la population. Nous avons plus de 60 dialectes. Donc le fait d'avoir une langue en commun, c'est un moteur d'intégration et ça peut nous permettre d'affronter ensemble les questions qui se posent à la population. Donc ça, c'était ce côté, le côté de la langue. Il y a aussi le côté de l'organisation. L'organisation de la francophonie, qui, on le sait, mène beaucoup d'actions en matière de défense des droits de la femme. Moi, l'exemple qui m'a le plus marqué quand j'ai fait quelques recherches, c'est l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, qui a, je crois, été mis sur pied en 2013 ou bien un truc comme ça, à Paris, et dont l'objectif est d'améliorer l'éducation en Afrique francophone, par exemple. Parce que on est d'accord que la femme même qui doit défendre ses droits, elle doit les connaître. Ça, c'est la première des choses. Et comme je vous l'ai dit, cela est basé sur des changements de culture. Je ne suis pas sûr que ce que nos ancêtres accordaient comme droit à nos femmes sont les mêmes que nous énumérons aujourd'hui. Je suis même sûr que ce n'est pas la même chose. Oui, voilà, je suis même sûr que ce n'est pas la même chose. Donc, Absolument. cela dit, l'éducation de la femme, c'est le premier pan. Il faut connaître ses droits pour pouvoir les défendre. Pour moi, c'est la première des choses. Donc, l'organisation francophonie mène des actions dans ce sens. C'est le deuxième très positif que nous avons en parlant de la francophonie et en mettant ça en biais avec la défense des droits de l'homme. Donc, d'abord, le langage qui nous unit et ensuite, l'organisation de la francophonie qui est très active et même en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'exemples en la matière. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Néné. Effectivement, nous avons une secrétaire générale de l'OIF qui est Madame Louise Mukishibo. Donc, c'est un honneur et elle a succédé à Madame Camille Jean. Donc, on a deux femmes secrétaires générales de l'OIF et certainement, elles impulsent aussi ce mouvement. Un grand merci pour cet éclairage. Et de l'Afrique subsaharienne, vous l'avez dit vous-même, la francophonie, ce sont de grands territoires, des territoires variés. Je me tourne cette fois-ci vers Madame Ioana Costin, qui est roumaine. Justement, vous-même, ici à La Haye, chère Ioana Costin, vous êtes juriste. Alors vous connaissez bien les droits et vous êtes juriste auprès de l'Agence spatiale européenne. On quitte même la Terre, vous voyez, on prend beaucoup de hauteur. Nous sommes maintenant dans l'espace. Depuis 2017, vous êtes ici d'abord au siège à Paris de l'ESA, de European Space Agency, puis depuis 2018 à l'établissement ESTEC, ici aux Pays-Bas. D'origine roumaine, vous parlez couramment plusieurs langues, dont le français et le néerlandais. En cela, vous avez beaucoup d'avance sur beaucoup d'entre nous. Et avec plusieurs expériences dans les institutions européennes, notamment à la Commission européenne et au Parlement européen,
vous vivez votre vie professionnelle à l'échelle européenne, madame. Vous évoluez dans des milieux encore largement masculins, pourtant, comme celui du secteur spatial et celui des institutions européennes. Quels défis, selon vous, les femmes rencontrent-elles lorsqu'elles aspirent à voir, occupent même des postes à responsabilité dans ces secteurs d'activité? Votre retour d'expérience. Merci beaucoup, Madame, pour l'introduction. Et en tant que véritable juriste, je tiens à préciser que je suis ici en ma capacité personnelle et pas comme représentante de l'Agence spatiale européenne. Donc, ce que je vais exprimer sont mes expériences et mon opinion personnelle et pas forcément celle de l'ESA. Effectivement, je peux dire que l'intégration des femmes au sein de l'Agence spatiale européenne et surtout dans les postes clés est une priorité absolue pour l'ESA. On a, et ça, au-delà des mots, cette priorité se traduit en des actions très concrètes. On n'a pas de quota pour les femmes, mais on a des exigences imposées par nos États membres. On est une organisation internationale avec 23 États membres. On ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on entretient des relations très étroites avec l'Union européenne. Et c'est une exigence des États membres de l'ESA de promouvoir les femmes, pas seulement de les recruter, mais de les promouvoir dans les postes clés. On doit faire, juste pour vous donner un exemple très concret, des rapports trimestriels auprès de nos États membres sur le nombre de femmes que nous avons réussi à recruter, les positions dans lesquelles elles ont été recrutées et combien le pourcentage des femmes qui sont dans des positions clés. Donc, on a des obligations très concrètes et pourtant, je peux dire que le nombre de femmes étant une agence technique, je pense que c'est ça qui explique une agence technique, une agence de recherche, le nombre de femmes, je crois qu'il est relativement bas. J'étais en train d'étudier cette semaine les pourcentages. On a autour de 29% des femmes qui sont membres de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est assez bas. Et pour ce qui concerne les femmes qui sont dans des postes de managers, qui sont dans des postes clés, il s'agit d'un 17%. Du total des managers. Donc, c'est assez peu. On a comme ambition, l'Agence spatiale est là comme ambition de recruter d'arriver en 2040 un pourcentage de 40% de femmes recrutées. Je peux dire, dans les 30% des femmes qui travaillent à l'Agence spatiale européenne, je dirais la plupart se trouvent dans des postes administratifs, comme moi, dans le service juridique, les ressources humaines, le service contrat, marché public, qui est fortement représenté par les femmes, et moins dans les secteurs de l'ingénierie. Et là, je crois que l'agence mène des actions concrètes au niveau de l'éducation, donc très tôt auprès des institutions, des établissements universitaires pour encourager effectivement les démarches des femmes à poursuivre des carrières dans ce domaine, dans le domaine du spatial. Ensuite, je dirais, selon mon expérience personnelle, malgré les efforts qui sont menés, il reste toujours des démarches et des stéréotypes qui persistent et qu'on peut découvrir du jour au jour dans la vie. Il y a, disons, faute assez de modèles féminins, les femmes qui sont dans une position de leadership se retrouvent plutôt dans une situation d'exception où je crois qu'elles se sentent forcées de se prouver tous les jours.
Ensuite, à l'agence, on a une certaine des exigences assez élevées pour ce qui concerne la flexibilité. La flexibilité d'horaire, la flexibilité de se déplacer. On est une agence avec des établissements partout en Europe, c'est-à-dire qu'on travaille, on doit se déplacer assez souvent. Et ces exigences, je trouve au quotidien qu'elles peuvent entrer en conflit avec un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, surtout quand on est jeune maman et on sait que beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités familiales reposent encore sur la femme. Donc, je trouve que ça, c'est un problème qu'on doit encore résoudre. Et un autre problème, je dirais, pour accéder à des postes clés, il faut être dans des cercles, il faut avoir accès à des réseaux. À des réseaux informels, à des réseaux informels, à des dîners, à des rencontres, disons, en dehors des salles de réunion. Et ces environnements-là, encore à l'ESA, sont largement prédominants masculins. Donc, je trouve que les femmes, elles ont encore un handicap à établir un réseau professionnel adéquat qui leur permettrait effectivement d'accéder à des postes clés. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Cossin. Alors, c'est très passionnant de vous entendre sur ce témoignage en écho à celui de Monsieur Néné. C'est-à-dire que on entend bien que même lorsque dans des textes, dans des lois, dans des volontés, avec des quotas, on a disons, une volonté de transcrire l'avancée des droits des femmes, il y a tout cet aspect informel, comme vous l'avez dit, l'un comme l'autre, tout cet aspect presque diffus, impalpable, qui fait qu'il y a toutes sortes de plafonds de verre que les femmes ont du mal à traverser parce qu'il y a bien sûr à la fois ces us et coutumes, qu'on parle des coutumes très traditionnelles ou qu'on parle d'autres coutumes beaucoup plus ancrées dans des sociétés européennes, mais aussi, j'imagine, aussi sur le continent africain, cette notion de réseau, de cercle d'influence, qu'il soit traditionnel ou plus récent, crée effectivement des courants que les femmes ont du mal à traverser pour parvenir finalement tout simplement à être assises à côté de leurs frères masculins sur les mêmes positions de responsabilité. Donc c'était vraiment très très intéressant que vous nous partagiez cette expérience. Vous avez évoqué les métiers techniques. Sophie Adenau, la France est très fière d'elle, cette femme spationaute française qui se prépare à partir dans l'espace. Elle n'est pas la seule. Madame Claudie Aigneret est également une spationaute en France très très aimée et très respectée. Mais selon vous, comment la francophonie peut-elle contribuer à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision européennes, qu'elles soient spatiales ou autres? Est-ce que la francophonie joue un rôle? Vous avez parlé de ces cercles d'influence, sont-ils francophones ou pas? Est-ce que la francophonie est un peu plus animée d'un esprit égalitaire ou pas spécialement? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, absolument, absolument. Et je dirais, l'Agence spatiale européenne est un bon exemple de la francophonie, de la présence francophone. Vous savez très bien que l'industrie spatiale francophone, elle est parmi les plus avancées en Europe. Donc, on a une présence très forte francophone au sein de l'Agence spatiale européenne. On a d'ailleurs les deux langues officielles de l'ESA sont l'anglais et le français. C'est vrai qu'on rédige très souvent des documents en anglais, mais je peux dire dans ma vie quotidienne, la lingua franca, c'est le français. Avec mes collègues du département, on ne parle pas l'anglais, on parle français.
Donc, c'est très important, la francophonie, et parce que la francophonie, c'est une identité de quoi? C'est une identité de langue et c'est une identité de culture. Et je dirais, le français, la maîtrise déjà de la langue française peut créer un avantage pour les femmes pour accéder à des postes clés. Je crois qu'aussi dans les institutions européennes, le français est la principale langue de travail. Donc voilà, c'est un outil très puissant. Au-delà de ça, je crois que la francophonie, elle est, comme monsieur l'avait dit, elle est une source de connexion, de partage d'expériences. Et la francophonie, elle est basée sur l'idée de l'égalité. Les femmes en France travaillent et vous savez peut-être les statistiques sans doute mieux que moi, mais je crois qu'elles travaillent coude à coude avec les hommes. Il y a une culture très forte de la participation des femmes sur le marché du travail et c'est là que la francophonie, avec cette culture, elle peut mettre en avant le rôle de la femme. Ensuite, comme cela avait été déjà dit, la francophonie organise des séances d'apprentissage, de formation, effectivement, pour apprendre aux femmes comment évoluer dans ce monde masculin. Et là, il y a un rôle très important qu'elles peuvent jouer. Donc, je crois que la francophonie joue un rôle très important au sein de l'agence européenne et en général au sein des établissements européens. Merci beaucoup, Madame Johanna Costin, pour ces paroles qui sont des paroles d'or pour l'Alliance française de la Haye. Vous le savez, nous nous déployons avec nos professeurs, notre corps enseignant dans les organisations internationales, CIS à la Haye, et plusieurs d'entre elles, comme l'ESA, effectivement, comme vous l'avez très justement rappelé, ont le français comme langue de travail véritablement obligatoire. Et c'est une chance pour la francophonie, effectivement, parce que qui dit variété, diversité, dit complexité. Et parfois, l'être humain a plutôt tendance à aller vers la schématisation. Et c'est vrai que la francophonie invite à une sophistication aussi, je pense, dans cette pluralité d'expression. Donc, merci infiniment pour ce premier éclairage. Et je vais me tourner maintenant vers Madame Amal Hamidallah. Pour poursuivre ce panel, nous devions initialement accueillir Madame Caroline Blumenduis, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous en raison d'un souci de train, comme quoi tout est. Nous vivons bien sur cette terre, pas encore tout à fait dans l'espace. Elle nous a cependant proposé d'être remplacée, non pas par une, mais par deux expertes. Vous êtes deux personnes. Donc, Madame Amal Hamidallah, vous êtes la première d'entre elles, et vous êtes juriste, vous aussi. Votre parcours vous a mené du plaidoyer juridique à des fonctions de leadership et de développement politique, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'impact des actions humanitaires, juridiques et en faveur des droits humains. Donc c'est vraiment très impressionnant pour vous, Madame, pour nous, de vous accueillir parce que votre parcours est réellement très impressionnant. À travers votre engagement, vous œuvrez pour une paix durable en renforçant la cohésion sociale, la prévention des conflits et le dialogue inclusif en impliquant activement les acteurs locaux, notamment les femmes et les jeunes. Peut-être vous nous donnerez plus d'éléments justement sur votre si brillant parcours. Dans les contextes de crise et de post-conflit, comment garantir, selon vous, que les femmes et les jeunes, souvent marginalisés dans les négociations, aient une véritable voix et un rôle actif dans la consolidation de la paix? Oui, bonsoir pour nos invités. Aussi, merci de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, et d'ailleurs, mon dernier mandat était en tant que conseillère de paix et de développement avec les Nations Unies. Représentant aussi le résident coordinateur au Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas évident.
impliquer les femmes et les jeunes durant les crises humanitaires ou les conflits, c'est je dirais, un moment très difficile dans la vie des nations. Alors nous, on vient avec des interventions pour les impliquer avec des outils techniques, alors que le contexte humanitaire ou le contexte local est très, je dirais, qui n'est pas conducive pour ces genres d'actions. On essaye de faire le nécessaire et surtout d'impliquer ces catégories vulnérables parce que l'avenir à eux. Et pour achever la paix, il faut les impliquer. Pour aussi décrire d'une façon très, disons, très rapide les contextes où j'ai été déployée avec les Nations Unies, c'était l'Irak, c'était la Syrie, c'était le Yémen et récemment la Jordanie. En couvrant le Moyen-Orient, les structures locales se focus sur la résolution du conflit sans voir la dimension sociale de ces conflits. Qui sont les catégories qui sont les plus affectées par les conflits? C'est surtout les femmes. C'est surtout ces jeunes. Les femmes, c'est les mamans, les garantes de la continuité de la cellule familiale. C'est les mamans qui aussi essayent par tous les moyens de préserver les communautés des conflits, mais aussi il y a l'aspect politique ou la dimension politique des conflits qui ne les implique pas. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement les autonomiser, leur donner les techniques pour participer de façon constructive dans la résolution des conflits locaux, et ça nous a beaucoup aidé en Irak. Au niveau des Nations Unies, j'ai essayé, parce que je travaille aussi avec le système du résident coordinateur, on a essayé d'impliquer les agences, les différentes agences des Nations Unies, et avoir le mainstreaming, c'est-à-dire que dans tous leurs programmes, il y a des aspects consacrés au genre et consacrés aux jeunes. Et qu'est-ce qu'on a découvert par l'expérience? C'est quand on leur donne ces outils et on leur donne des formations, on réussit plus à stabiliser le contexte qu'en les ignorant. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, en Irak, on a développé, malheureusement au niveau des Nations Unies, on utilise souvent la langue anglaise, ce qu'on appelle les Local Peace Committees, c'est les comités locaux de paix, et on a essayé de donner des formations à des femmes et à des jeunes hommes, et à des jeunes femmes pour pouvoir communiquer avec leur communauté dans la région de Nineveh, qui est au nord de l'Irak, et d'impliquer toutes les composantes de la société. Quand on a essayé d'approcher juste un élément de la société, l'élément masculin, on n'avait pas bien réussi. Quand on a impliqué les deux autres acteurs importants, les jeunes et les femmes, ça a marché. On a pu stabiliser la région de Nineveh. C'était une expérience disons, pilote dans la région, qu'on essaye d'impliquer dans d'autres pays et d'avoir ces mécanismes de paix qui ne peuvent pas ignorer la constituante locale dans sa majorité faite de femmes et de jeunes. Ça, c'est de façon brève comment on a travaillé sur le terrain et comment on travaille sur le terrain en matière d'aide humanitaire ou de résolution des conflits. Ça n'empêche on a beaucoup à apprendre encore, on a beaucoup encore à faire parce que les discussions politiques se passent derrière les portes closes et l'élément féminin n'est pas représenté souvent malheureusement. Et c'est surtout les organisations qui travaillent dans l'humanitaire, aidées soit par l'Union européenne, par les organisations caritatives, qui ont essayé par ce qu'on appelle le grassroots, au niveau des tranches de la société, d'impliquer l'élément féminin dans ce qu'on appelle l'automatisation et la résilience. Mais au niveau supérieur de la pyramide, quand il s'agit de prise de décision et de résolution des conflits, on n'en est pas encore là. Et au niveau des Nations Unies et des structures qui sont responsables des interventions humanitaires ou de résolution des conflits, on essaie aussi de travailler avec des rôles modèles, avoir des femmes comme résidents coordinateurs, comme des fonctions de conseillères de paix et de développement, comme le mandat que j'ai eu au Moyen-Orient et dans d'autres pays dans la région. Et ça aide, ça ouvre des portes. Quand moi je vais parler avec un chef d'État ou un leader politique,
ça commence aussi à avoir ces dimensions dont mon collègue ivoirien vient et ma collègue aussi de l'agence spatiale, d'avoir des femmes à la table des négociations. Ça les encourage à avoir ce changement vers un changement des mentalités, de dire, bon, les instances internationales viennent avec des femmes, il faut aussi qu'on ait des femmes au niveau leadership. Donc, c'est ce qu'on appelle les good practices, les pratiques à dupliquer, et ça les encourage. Voilà, de façon très sommaire, pour répondre à votre question. Magnifique, merci beaucoup Madame. On sent bien ce fil rouge qui traverse toutes les interventions, et je pense que pour notre auditoire, c'est tellement éclairant de sentir que cette base finalement qui consiste juste à inviter hommes et femmes à la table des négociations, à la table des responsabilités, à la table des décisions, finalement ça semble être tellement plus naturel, respecter l'humanité dans sa réalité, en réalité, car hommes et femmes, ils sont créés. Et pourtant, c'est encore le poids d'un très long existentiel contre lequel il faut évidemment se positionner. Donc, un très, très grand merci. Alors, vous avez partagé avec nous votre expérience approfondie en suivi et évaluation des actions humanitaire et de développement. Quels sont, selon vous, les indicateurs les plus pertinents pour mesurer l'impact des initiatives en faveur de la cohésion sociale et de la prévention des conflits? Quels sont les indicateurs quand vous arrivez dans un pays? Sur quoi est-ce qu'il faut travailler prioritairement? Alors, vous avez parlé justement de ces femmes qui prennent des positions clés. Est-ce qu'il y a en amont, au niveau de l'éducation, justement, de la scolarisation ou d'autres éléments encore, des droits des filles, des jeunes filles, des femmes, qui permettent d'arriver à une situation qui serait moins dangereuse, moins critique? Si on porte notre regard vers des zones de conflit ouverts aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup évidemment de ce qui se passe en ce moment à l'est de l'Europe, mais il y a aussi tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y avait déjà tous les signaux faibles au préalable ou pas tant que ça? Voilà. Avant de commencer notre session, vous avez insisté à avoir ce petit cube au milieu de la table. Absolument. Ben, c'est ce qu'on fait aussi. On est dans... Ça, c'est les développements. On peut les faire passer parmi vous. Voilà, les objectifs du développement durable. Voilà. Oui. C'est très important parce que qu'est-ce qu'on fait au départ pour faire cette évaluation de la vulnérabilité? Comme on est dans l'ère des chiffres et tout doit être formulé smart, aussi précis que possible. Donc, on a les chiffres et on a le Foresight Assessment. On prend nos objectifs de développement durable et on discute avec les gouvernements locaux, les gouvernements hôtes, comme on appelle, dans le jargon des Nations Unies, et on fait cette évaluation par objectif, que ce soit la santé, l'éducation, la participation économique, la cohésion sociale, l'objectif de développement durable, le numéro 16 en matière de la gouvernance, et on évalue par genre, par catégorie d'âge, et déjà, on a les scénarios. Dès qu'on voit les chiffres, on voit un peu où il y a les gaps. Et ça nous ouvre aussi des portes quand on vient avec des chiffres, pas de discours politique. Ça ouvre les portes et souvent les chiffres ne mentent pas. Les femmes sont souvent sous-représentées en matière d'éducation, en matière d'accès à la santé reproductive, en matière aussi d'accès aux opportunités économiques. Et sur cette base et sur des chiffres qui ne mentent pas, et souvent les chiffres, ils viennent des instances nationales. On travaille avec le ministère du Planning, on travaille avec le ministère de l'Éducation, les ministères de la Justice. On a tous ces chiffres. On a même les chiffres de la criminalité, mais aussi les chiffres de la violence contre les femmes, violence juvénile, l'accès à l'éducation par région, tout est précis. Et là, on a une carte qui nous permet aussi de voir avec le pays hôte comment diriger la coopération, mais aussi comment adresser je dirais, des gaps.
en tant qu'humanité, on a tous à les surmonter. C'est pas unique à un pays ou à une région. C'est international dans toutes les régions. Donc, déjà sur cette base, on réussit à avoir une évaluation précise pour avoir les techniques précises et en coopération avec les pays hôtes. Et ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Absolument, merci beaucoup, madame. Effectivement, merci d'avoir évoqué ces objectifs, ces 17 objectifs du développement durable qui marquent l'agenda 2030, et 2030, c'est demain, qui nous permettent d'entrevoir une humanité plus heureuse, plus sereine. Et on ne peut que convoquer ces objectifs. Merci de l'avoir rappelé et merci de nous avoir donné votre expérience très concrète sur le terrain de la réalité, de l'efficacité de ces objectifs quand ils sont vraiment, en tout cas quand on tend vers leur accomplissement. Merci beaucoup, madame. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Et je me tourne pour terminer notre tour de table vers madame Dorothy Sikai, qui est française vous-même, madame. Donc, et vous avez accepté de remplacer au pied levé votre chère collègue, qui elle est la maman d'ailleurs d'une dame qui travaille chez nous aussi, Lily Legray. Donc, un grand merci à vous pour votre réactivité, votre disponibilité. C'est un grand honneur. Vous êtes effectivement propriétaire et même PDG de The Next Woman, qui est une organisation internationale elle-même dédiée au soutien des femmes entrepreneurs à travers l'accès au financement. The Next Woman accompagne la croissance des entreprises féminines et aborde toutes les questions financières, de l'investissement à la finance personnelle des entrepreneurs femmes, en passant par l'éducation et au réseautage dont nous avons parlé tout à l'heure avec Madame Johanna Kostin. Française d'origine, vous vivez aux Pays-Bas, toutefois, et depuis 9 ans. Votre parcours professionnel est marqué par une expertise en développement commercial international et en gestion de projet et stratégie de développement. Donc, nous sommes très impressionnés de vous accueillir parmi nous, chère Dorothy Sikai. Malgré les avancées donc en matière d'égalité des femmes entrepreneurs, eh bien, elle continue à faire face à des obstacles structurels en Europe également, notamment un accès plus limité au financement et au réseau professionnel, on l'a évoqué déjà tout à l'heure dans le monde institutionnel, souvent moins solide que celui de leurs homologues masculins. Votre expérience avec The Next Woman vous permet d'observer ces défis au quotidien. Selon vous, quelles sont les causes profondes de ces inégalités et quelles stratégies devraient être mises en place pour y remédier durablement? Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir déjà. Je vais essayer de faire court, même si la question pourrait nécessiter une dissertation, voire plusieurs. Bon, on en a déjà parlé. Hein, et puis, je vais être la française qui va utiliser beaucoup de mots anglais. Je m'excuse déjà par avance, parce que je ne l'utilise pas au quotidien. Mais les problèmes des femmes sont des problèmes qui bloquent l'avancée des femmes dans tous les domaines, sont des problèmes systémiques. Et les problèmes systémiques ont des origines variées. Et donc oui, on va en revenir à l'éducation, on va en revenir au modèle, on va en revenir à ce que les enfants apprennent et font dans les cours d'école jusqu'à l'université. Vous avez peu de femmes dans l'ingénierie. Je viens de recevoir un stagiaire français qui est en école d'ingénieur et ils ne sont que des garçons, il a 19 ans. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, le sujet, les mêmes questions se posent et les mêmes débats et les mêmes problèmes se reposent. Souvent, les femmes entreprennent parce qu'elles ont besoin de flexibilité et elles ne trouvent pas celle-ci dans le milieu du travail. Donc, c'est souvent une source c'est souvent une façon de trouver une solution quand on n'en a pas trouvé une autre. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui qu'il y en avait avant et beaucoup de femmes entrepreneurs. Et il y a beaucoup de femmes entrepreneurs sur le continent africain aussi, depuis très longtemps d'ailleurs.
En Europe, il y en a de plus en plus. Les chiffres aux Pays-Bas augmentent. Je pense qu'il y a environ 60% d'entreprises qui sont créées par les femmes récemment, donc c'est beaucoup. Mais les entreprises créées par les femmes restent petites. Les femmes ont tendance à créer des entreprises qui n'ont pas une forte croissance. Elles font ce qu'on appelle en anglais du bootstrapping, donc elles se débrouillent avec ce qu'elles ont. Parce que chercher du financement pour les femmes entrepreneurs, ça reste encore un grand problème. La plupart des investisseurs sont encore des hommes et que les hommes posent des questions biaisées aux femmes, malheureusement. J'entends des histoires tous les jours. Récemment, une des femmes qui fait partie de ma communauté, elles sont deux sœurs, elles sont petites et elles sont d'origine, elles sont biculturelles, asiatiques et européennes. Et devant des investisseurs, elles se sont retrouvées à se faire questionner. Êtes-vous vraiment la fondatrice? Ce n'est pas possible. On propose souvent aussi aux femmes entrepreneurs qui se dirigent vers des investisseurs de faire de la diversité inversée et donc d'intégrer un homme au niveau du leadership de l'entreprise. Et ça fonctionne. Malheureusement, c'est vrai. Hier, j'étais à un autre événement pour le 8 mars et une dame qui m'accompagnait sur le panel auquel j'assistais nous a fait part de son regret d'avoir eu à faire ça, mais en intégrant un homme en haut de la société. Et donc, elles ont eu plus de facilité à trouver. Donc, ça, c'est une stratégie, par exemple. Donc oui, alors il y a des avancées, il y a toujours plein de problèmes. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte très conservateur, donc il y a quand même beaucoup de challenges qui se posent en plus. Les stratégies, moi j'en ai une, mais bon, il y a la législation, il y a aussi diversifier le milieu de l'investissement. Il y a aussi pour les investisseurs tout ce qui va paraître awareness, se rendre compte qu'on a un panel d'entreprises dans lesquelles on investit qui se ressemblent et donc ce serait bien d'aller regarder ailleurs. Alors souvent les investisseurs vont nous dire mais on ne les trouve pas. Alors moi je leur dis venez voir chez moi. Et puis voilà, moi j'organise un réseau, c'est une entreprise de réseau féminin, d'entrepreneurs qui s'entraident. On construit aussi un réseau de femmes investisseurs qui investissent dans l'entreprise féminine. Et donc on espère en faisant tout ça créer un cercle vertueux qui s'accélère et qui permet de donner plus de place aux femmes dans l'entrepreneuriat et à la croissance. Et donc oui, forcément, le financement, c'est une grande partie parce que les entreprises qui grandissent vite et fortement, ce sont des entreprises qui ont accès à un financement important. Merci infiniment, Dorothy Sicaille. Les solutions, vous les proposez, le réseau, le cercle d'influence. On a bien compris que l'émancipation des femmes entrepreneurs passera également par là. Merci pour ces actions aussi efficaces. Alors peut-être un petit retour en arrière pour cette dernière question. La pandémie de Covid-19 a exaspéré les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, impactant particulièrement les entrepreneurs, dont les entreprises sont souvent plus jeunes et plus vulnérables. Alors que l'Europe se reconstruit, quels enseignements pouvons-nous tirer de cette crise pour renforcer la résilience des entreprises dirigées par des femmes et s'assurer qu'elles bénéficient d'un soutien adapté dans les prochaines années? Encore une question facile. Oui, c'est vrai que la pandémie a créé du recul chez les entrepreneurs, mais pas que, de toute façon. Il y a beaucoup de données statistiques qu'on peut observer. Je crois qu'à l'Union européenne, je ne sais pas si c'est lié à la pandémie d'ailleurs, mais il y a moins de femmes aujourd'hui qui sont parlementaires et autres. Donc, je pense que pour cette question, ça va être dans les structures institutionnelles, la législation,
tous les moyens de support qui existent, des structures gouvernementales, etc., qui vont pouvoir, qui ont un devoir et un pouvoir de soutien aux entreprises, aux femmes, et qui peuvent justement mettre un accent sur celles qui peuvent en avoir le plus besoin. Hein. Ils ont accès aux données, ils ont accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Aujourd'hui, il y a un grand chamboulement sur tout ce qui est à diversité et inclusion, qui vient droit des États-Unis. Le panel auquel j'assistais hier, on avait une parlementaire européenne et qui nous a beaucoup parlé des avancées et du travail que l'Union européenne fait pour défendre la diversité et l'inclusion dans plein de domaines. Et donc, j'ai trouvé ça important et je pense que ça fait vraiment partie des choses qui peuvent permettre d'aider à éviter de reculer et surtout à avancer. Merci beaucoup, Dorothy Sikai. C'est vrai que c'est bien agréable d'entendre ce mot d'Union européenne, ce mot d'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des espaces sur notre planète où encore le multilatéralisme, l'état de droit, l'avancée de la condition des femmes rime avec progrès, avec évolution, avec véritablement avancée pour l'humanité. Et je crois que c'est bon de se le redire dans le contexte que nous traversons aujourd'hui à l'échelle planétaire, de mettre en avant tout ce qui est positif, tout ce qui est véritablement source d'espérance, de joie aussi, ne l'oublions pas, et de bonheur et d'équilibre. C'est très important, ces mots qui riment, femme, vie, liberté, vous le savez, c'est le nom du mouvement qui a été baptisé ainsi en Iran notamment. Donc je vous ai apporté quelques ouvrages qui viennent pour saluer ce mouvement Femmes, vie, liberté, si vous voulez les faire circuler, parce que nous avons beaucoup évoqué tous les progrès dans notre espace francophone, mais au-delà, il y a beaucoup de femmes qui regardent vers cet espace francophone pour justement faire avancer leurs conditions. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité apporter beaucoup d'ouvrages, notamment celui de Philippe Lemoine, Un espoir pour le 21e siècle. Donc Femmes, vie, liberté. Je suis heureuse de conclure un petit peu ce tour de table avec quelques-uns de ces ouvrages. On a beaucoup parlé de chiffres. Sachez qu'il existe un atlas mondial des femmes qui questionne un recul des inégalités. Donc c'est un atlas très intéressant aussi à consulter, qui reprend un peu beaucoup des données que vous avez évoquées ce soir, d'autres ouvrages qui portent plus loin encore la réflexion pour un féminisme décentré, recadré, résister, un ouvrage de Soumaya Mestiri. Donc je pense que c'est aussi un très bel ouvrage, une Tunisienne, voilà, intéressant. Et puis, je ne peux pas manquer de conclure la table ronde, mais on va quand même donner la parole à la salle pour quelques questions, même si notre table ronde a déjà bien duré, sans évoquer Delphine O, qui est notre ambassadrice au service des droits des femmes, qui a commis cet ouvrage, La diplomatie féministe est un sport de combat. Nous sommes heureux ce soir de nous être livrés à ce sport de combat, puisque nous étions heureux de tenir cette table ronde dans le cadre de cette diplomatie féministe qui veut justement mettre en lumière des paroles de femmes et d'hommes qui sont très engagés pour faire avancer l'humanité à travers le progrès des femmes dans les instances de décision. J'évoque aussi très rapidement, on a beaucoup parlé des mentalités, des non-dits, des paradigmes systémiques, etc. Le très bon ouvrage aussi de Camille Froidevaux-Métry, Patriarcat, la fin d'un monde. Alors, je ne sais pas si on entre dans le matriarcat, mais en tout cas, on espère surtout entrer dans un monde plus équilibré. En même temps que les ouvrages vont circuler, on va faire circuler le micro pour voir si quelques questions émanent de notre auditoire. N'hésitez pas.
C'est une question à vous, madame, parce que parfois j'ai l'impression que c'est plutôt Ersenach. Donc, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Parce qu'on travaille depuis longtemps sur le féminisme et l'émancipation, tout ça. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est pas assez fort ou c'est trop dur. Ou comment vous envisagez ça? Oui, je réfléchissais à ça l'autre jour. Parfois, je me demande pourquoi c'est si compliqué de vouloir donner la place aux femmes dans les domaines auxquels elles voudraient avoir accès. Je ne comprends. Des fois, je me demande vraiment pourquoi c'est si difficile. Je n'ai pas la réponse. Mais oui, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est sûr, oui. C'est le principe de tous les droits civiques, les droits sociaux, les droits des femmes, tous ces mouvements donnent toujours lieu à des backlash. Désolée pour les retours en arrière. Malheureusement, voilà, il y a depuis très longtemps ce monde parmi lequel il y a des dominants et les dominants ne veulent pas donner de la place aux autres pour différentes raisons qui sont les leurs. Et donc, malheureusement, il faut continuer, il faut persévérer. Je suis née en 1982. J'ai étudié les États-Unis au XXe siècle. J'aimerais tellement vivre un nouveau 1960, 1970 en France, etc. Malheureusement, on n'en est pas là du tout. Même c'est le contraire. Et ce sont, oui, je n'aurais jamais pensé voir les États-Unis revenir sur le Roe versus Wade. Et pourtant, c'est le cas. Donc, ce sont malheureusement des combats qui, pour moi, qui étudie les droits des femmes et les femmes à l'université, c'est un combat de vie. Et je pense que je ne serai pas la dernière, loin de là. Donc, je ne veux pas finir sur une note pessimiste parce qu'il y a des choses qui avancent, mais bon, on est quand même dans un contexte conservateur qui n'est pas là pour nous aider. Et je pense que toutes les activités qui sont faites, c'est vraiment à chacun de nous, à nos hauteurs, dans nos milieux, que ce soit dans nos sphères privées, professionnelles, dans nos écosystèmes, de parler, de faire avancer et les droits des femmes et les droits des humains dans toute leur diversité. Hein. Une question de monsieur. Merci beaucoup. Une question au panel. Donc, par exemple, si vous devriez formuler les 2 premiers défis à relever pour avancer, ne fût-ce que l'année prochaine, quels seraient ces défis à relever? Alors, chacun a le droit de proposer une ou deux actions concrètes, c'est ça, Voilà. pour faire avancer les droits des femmes. Donc, on va commencer par vous, Johanna. Une action concrète pour moi, pour faire avancer les droits des femmes, serait être bien conscient des stéréotypes qui existent dans le monde, des stéréotypes qui existent dès l'enfance, où les filles jouent avec des poupées et les garçons ils construisent, ils jouent au Lego. Donc, ce sont des choses très, très ancrées dans notre culture, très profonde, et je pense qu'il faut regarder dès le début pour pouvoir changer. Ensuite, le deuxième moyen pour faire avancer les droits des femmes, pour moi, ça serait de mener des politiques qui encouragent que les femmes travaillent à 100%
et ne restent pas à la maison dès qu'elles ont eu un enfant. Donc avoir un système social de crèche qui permettent aux femmes de revenir au travail et disons, d'être au même pied que les hommes au moment où elles ont une famille. Merci. Je prends le flambeau de ma collègue dans le sens où elle a mis l'accent sur il faut pas penser en termes de stéréotyping et aussi pousser plus la participation économique et au marché du travail de l'élément féminin. De mon côté, et je répondrai aussi partiellement à la question de la dame concernant le retour en arrière. Je m'excuse, madame, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que nos mères, nos grands-mères, c'est grâce à elles qu'on est là et c'est déjà une avance. Je parle de mon cas personnel, une grand-mère analphabète. Ma mère a eu accès à l'éducation après l'indépendance et on a fait des avances. On a fait beaucoup d'avances. Donc, on ne pourra pas abandonner. Le conservatisme, je pense, c'est dans le discours politique, mais dans la réalité, les sociétés avancent. Et là, je mets l'accent sur l'aspect de la connectivité. Il faut qu'on investisse plus dans la connectivité, mais aussi l'alphabétisation des femmes numériquement. L'accès à l'outil informatique est très important. Ça nous permettra de rester connectés au-delà des changements politiques, au-delà de la polarisation au niveau international. En tant que société civile, on a une obligation morale de rester connectés et de tenir à ces valeurs qu'on a héritées de nos grands-mères qui ont investi, qui ont sacrifié tant pour qu'on soit là où on allait. Il ne faut pas abandonner. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tiré quelques mots de ma tête. Surtout par rapport à la question de la dame. On a beaucoup évolué. Ça, il faut le reconnaître. Pour ne pas que nous nous décourageons nous-mêmes, sachant qu'on a évolué en matière de droits. Pour les actions concrètes, moi, je vois beaucoup l'éducation. Comme je l'ai déjà dit, je vois beaucoup l'éducation. Si beaucoup de femmes s'intéressent à la science, si beaucoup de jeunes filles, on les laisse épouser les branches d'études qu'elles veulent épouser, on va se retrouver avec beaucoup de décideurs à la tête de beaucoup d'entreprises. Je vous donne un exemple. Nous, dans notre code du travail, il est dit que le recruteur n'a pas le droit de tenir compte du sexe pour embaucher. Mais quand j'ai beaucoup de candidats, que je finis de faire mon choix, comment vous savez que j'ai utilisé le sexe comme critère ou pas? Vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça, par exemple, qu'un recruteur peut dire « Ah bon, si celle-là, je la prends comme responsable de projet, dans un an, elle va me dire qu'elle est enceinte. Je vais lui donner 9 mois de congé de maternité. Après, je vais lui donner des heures d'allaitement. Après, ce sont ces genres de considérations. Mais supposons que le recruteur soit une femme. Vous voyez que là, ça change. C'est pour ça que pour moi, j'estime que la première des actions que nous devons faire, c'est l'éducation. Et c'est pour ça aussi que c'est une plaie chez nous. Chez nous aussi, le taux de scolarisation des jeunes filles est très faible. Et c'est pour ça que nos États mettent l'accent là-dessus. Parce que c'est vrai, on peut nous demander, nous les hommes, de défendre les femmes. Mais qui défendrait mieux les femmes que les femmes elles-mêmes? C'est pour ça que moi, j'appelle à l'éducation de la jeune fille pour que plus tard, si elle est décideur, elle agira forcément dans l'intérêt de la femme. Merci. Alors, action concrète pour l'année prochaine, c'est ça? Pour avancer. Alors, dans mon domaine, clairement, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et merci aussi pour ce mot d'espoir. C'est vrai, ça avance, on a beaucoup avancé, il faut le rappeler, et je ne l'ai pas dit. L'argent. Dans mon domaine, et je pense, ma mission personnelle, c'est vraiment la diversification de la richesse. Je pense que nous avons besoin d'un monde où la richesse se diversifie. Il y a trop de richesse dans les mains de très peu de personnes qui se ressemblent. Et donc, je voudrais avoir plus de femmes riches. Et c'est pour ça que je travaille à travers l'entrepreneuriat et que nous formons aussi les femmes aux finances personnelles, parce que je pense que ce sont deux domaines importants qui permettent d'accéder à plus de richesse. Et la richesse vous donne
un siège là où les décisions se prennent. Et donc, très concrètement, pour moi, dans mon domaine, c'est d'attirer plus d'investissements et d'attirer l'attention des investisseurs qui ne se rendent pas encore compte de leur manque de diversité à investir dans des projets, dans des entrepreneurs féminines. Donc, money's the game. Magnifique. Écoutez, joie de clore cette table ronde en vous proposant moi aussi 2 actions, puisque moi j'appartiens aussi à l'International Women's Forum. Et dans cette alliance où on cultive la sororité, et on a bien expliqué, vous avez tous expliqué combien c'était important que les femmes soutiennent les femmes, on dit que chaque jour où on n'accomplit pas une petite action concrète pour élever une femme en direction de ses aspirations est un jour perdu. Donc je pense que si nous tous ici dans la salle, nous posons chaque jour un acte concret pour aider une femme à avancer là où elle veut avancer. Les femmes ont beaucoup d'idées sur ce qu'elles veulent faire progresser. Pour moi, ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est continuer à incarner, je l'espère, du mieux que je le peux, avec mon équipe formidable qui est très féminine, que vous voyez ici avec nous, cette diplomatie féministe qui est une des grandes priorités de la France qui a pris, comme vous le savez, la tête pour 2 ans du groupe des ambassades francophones depuis le dernier sommet de Villers-Cotterêts. Ici, à La Haye, nous avons décidé avec notre équipe, et mon regard se tourne vraiment vers Alexandra Flèche-Viard qui poursuit des études sur le thème guerre et paix. Nous préparons une grande conférence sur le thème femmes et paix dans les pas de Bertha von Suttner, première femme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1905, il y a 120 ans. Et cette femme vivait en partie, elle a beaucoup voyagé, mais à La Haye. C'est elle qui a été visionnaire et qui a préfiguré ce palais de la paix, qui était très amie de monsieur Alfred Nobel, dont elle a été la collaboratrice, et également d'Andrew Carnegie. Et c'est elle qui a été un peu cette force motrice, une grande pacifiste, et nous allons, nous l'espérons, la faire vivre, en tout cas faire vivre sa mémoire, son héritage, et convier ici à La Haye des dizaines de femmes qui incarnent comme vous, mesdames, et vous, cher monsieur aussi, le meilleur de l'humanité pour porter les femmes et les hommes sur un plan d'égalité, pour amener l'humanité à un autre seuil de développement que celui que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement pour vos présences qui nous ont beaucoup porté dans cette volonté de mettre les femmes, les droits des femmes en lumière ce soir. Un immense merci pour vos présences, votre temps, votre engagement. Vous êtes si nombreux que vous êtes dans toutes les salles de cette Alliance française de La Haye. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Et puissent nos droits continuer à progresser. Merci. Nous vous invitons avec plaisir à nous rejoindre encore pour quelques agapes roumaines, en remerciant encore l'ambassade de Roumanie, et puis aussi à vous promener dans l'Alliance française de La Haye.